Bien, merci à Jean Cabanel, qui est un parfait connaisseur des paysages français et autres, parce qu'il avait écrit un livre qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelle Paysages, paysages, au singulier et au pluriel, et qu'il avait publié en 1995. C'était un véritable tour de France d'un goûteur de paysages. Nourri notamment de son expérience de chef de la célèbre mission du paysage au ministère de l'Environnement, qui a tant fait pour éveiller nos consciences. Donc je rends hommage à cet ami maître en matière du sujet de notre conférence. D'ailleurs, en présentant, j'ai prononcé tout de suite 3 mots qui, à mon avis, peuvent définir les tâches de l'inspecteur des sites. J'ai dit goûteur de paysage. Et goûteur de paysage, en effet, parce qu'il nous faut, sur le terrain, apprécier chacun des détails, chacun des ensembles que nous avons à juger. Ça demande évidemment une certaine lucidité. Il y a aussi conscience. Conscience, car il nous faut faire un tri en ce qui vaut la peine, donc, et entre ce qui cause notre peine. Hélas, le cas de beaucoup de paysages gâchés de nos temps. J'en profite pour dire que nous avons à faire des choix constamment. Et c'est le but, c'est pas le but, c'est la tâche la plus difficile et la plus courante de tout créateur. Car, par exemple, pour un photographe, parmi les milliers de vues possibles d'un paysage, d'un personnage, n'importe quoi, il doit choisir les orientations les plus adaptées à ce qu'il veut dire. Une fois que ces photos sont prises, il doit choisir parmi elles celles qui correspondent le mieux à la souci de qualité qu'il a, et ensuite il doit choisir le cadre, le format et le lieu d'exposition qu'il a ensuite à organiser. Je viens de terminer une exposition sur les carrés Saint-Louis, c'est une suite de baraques assez étonnante dans le centre du quartier Saint-Louis à Versailles, et j'avais un linéaire d'exposition très importante à remplir, et le choix de la succession d'images a été principal, était majeur dans cette exposition. Enfin, je dis expérience. Et là, je voudrais, excusez-moi, parler un peu de mon expérience. Jean Cabanel en a dit les grandes lignes, mais j'ai commencé en tant qu'architecte, en tant que paysagiste, et j'ai commencé alors en tant qu'urbaniste. C'est autre chose, dans un bureau d'études. J'étais à la fois urbaniste et balayeur. Quand on commence, c'est normal. Ensuite, je suis rentré en tant qu'ingénieur en matière routière, c'est aussi les aléas de la vie professionnelle, et j'ai terminé dans l'administration de la DRE en tant qu'urbaniste, responsable du vert et du jaune dans le schéma directeur qui est encore en activité, je crois, et qui, à mon avis, n'était pas si mal conçu, puisqu'on a pu consacrer le caractère paysager du vert clair. Du vert foncé et de forêt, c'est pas de problème. Le vert clair, ça, il y a eu des gros débats là-dessus. Et jaune également, le caractère agricole a enfin été affirmé comme une valeur intangible de l'espace rural. Avant, celui de 76, je crois, du schéma directeur de 76, c'était le blanc. Donc le blanc, c'est à urbaniser, un jour ou l'autre. Là, le jaune, c'est devenu intangible. Voilà, donc je vais maintenant vous raconter quelques aventures cytologiques, selon le terme de Fay et Turner. C'est un livre d'ailleurs qui est intéressant et que vous pourriez utilement relire, bien qu'ils soient un peu oubliés, mais ils avaient les principes d'insertion de l'architecture
dans le paysage. Une notion qui a souvent été oubliée, même dans les enseignements d'architecture. Je me souviens que le contexte était peu souvent abordé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'un site protégé en France? Tout d'abord, détaillons le contenu de la loi du 2 mai 1930, qui est la loi fondatrice des sites, de la protection des sites en France. Elle a été inclue telle quelle dans le Code de l'environnement, sur l'article 341, de 1 à 22, si ça vous intéresse. D'ailleurs, cette insertion ne s'est pas faite sans mal, car certains voulaient simplifier beaucoup les procédures et surtout édulcorer la rigueur de cette loi. Mais apparemment, les services centraux l'ont bien résisté. En s'appuyant sur une tentative de 1905, déjà, 1906, cette loi a été élaborée sur le modèle de la loi de décembre 1913 sur les monuments historiques, qui définissent 2 niveaux de protection pour les monuments, donc ça a été adapté pour les sites, l'inscription et le classement. Je ne parlerai pas beaucoup de l'inscription, car je n'ai eu à faire que 2 inscriptions dans ma vie professionnelle. Celle de l'accord nord-est du Vexin, donc dans le Val d'Oise, et le parc de Maisons-Laffitte. Actuellement, on parle peu des inscriptions, on en fait peu, je crois, si ce n'est pas. Et on parle surtout de désinscription, car certains de ces sites qui ont une contrainte assez faible ont été bien malmenés. Par exemple, il y a dans la route de Port-Marly, entre Port-Marly et Louvciennes, un site, une propriété dont le nom n'a plus beaucoup d'importance. Elle était sûrement très jolie, mais c'est actuellement un ensemble d'immeubles d'immondes immeubles des années 1970, et le fait que ce soit inscrit dans les sites pittoresques des sites français pourrait surprendre beaucoup les habitants lorsqu'ils ont des modifications de fenêtres ou de toitures à faire. Ils ne savent sûrement pas qu'ils sont sous le regard de l'architecte des bâtiments de France de façon constante. Alors, on parle de désinscription car quelques-uns de ces sites ont mal vécu, de même que les quelques sites classés qui ont été détruits pour fait de guerre et pour également raison de force majeure. J'en parlerai plus tard. Alors, pourquoi classe-t-on? Et surtout, sur quels critères choisit-on les secteurs plus classables que d'autres? Après le choix, il faut justifier le choix. La loi définit 5 caractères qui permettent d'élire un site classé. Le premier caractère, c'est le caractère artistique. On demande non pas que ce soit un beau site, mais que le site ait été le support d'une création artistique majeure. Par exemple, le site de Monet-Giverny, à côté d'Île-de-France, parce que c'est dans l'Eure, en limite, je crois qu'il dépasse un peu dans les Yvelines. Ce site est vraiment à la marque de Monet, puisqu'il en a fait un jardin qui est entretenu dans son esprit. Il y en a d'autres. Il y a Ville d'Avray, le coraux, les étangs coraux. Il y a sûrement, je crois, mais je ne sais pas si ce caractère a été retenu, la montagne Sainte-Victoire, qui a été amplement peinte par Cézanne. C'était une véritable obsession et le site a été classé. Deuxième caractère, légendaire. Il n'y en a pas beaucoup, je n'en connais pas beaucoup. Il y a la forêt de Brocéliande en Bretagne. D'ailleurs, quand on s'y promène, on est très
impressionnés par le mystère, surtout qu'il y a souvent du brouillard et de la pluie, par le mystère qu'il y a dans ces lieux. Il y a des grands étangs, des arbres magnifiques, un château un peu perdu. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est imbibé de légendes, de mystères. Troisième critère, c'est le scientifique. Alors, scientifique, c'était valable dans les années 30, je suppose. Maintenant, moins, parce qu'il y a d'autres classements protection, comme les arrêtés de biotopes, les réserves naturelles, qui suppléent un peu cette protection typique. D'ailleurs, heureusement, parce que les inspecteurs des sites, qui sont quand même sont polyvalents, mais quand même pas au point de pouvoir gérer les sites naturels sensibles. Ils le font avec leurs collègues écologues d'IREN, mais ce serait une tâche un peu trop forte. Donc là, pour le moment, je ne connais pas s'il y a eu des carrières qui ont été classées pour leur richesse minéralogique. Et il y a sûrement d'autres exemples, mais je n'en connais pas. Ensuite, un caractère assez important, c'est le caractère historique. Alors, les champs de bataille, bien évidemment, Bouvines, etc. Il y en a eu d'autres qui ont dû être classés. Par exemple, les champs de bataille de la guerre de 14, qui ont le chemin des dames dans l'Aisne, je crois, qui est remarquable, qui est très impressionnant. Il y a eu un débat sur la plaine de Versailles, car le caractère historique a prévalu sur le caractère esthétique, caractère paysager, parce que le site a fait partie du grand parc des chasses de Louis XIV, et on pense que les traces historiques étaient plus importantes que l'esthétique du site. Vous verrez quelques documents après. Enfin, le dernier caractère, c'est celui qui va retenir toute notre attention, c'est le caractère pittoresque. Alors, qu'est-ce que pittoresque a à voir avec le paysage? Quand même, pittoresque, c'est en fait ce qui mérite d'être peint, ce qui mérite de se retrouver sur un tableau, tel qu'on en voit, tel qui étaient très nombreux et un peu envahissants dans les salons du 19e et du début du 20e siècle. Les paysages peints sont vraiment la marotte des peintres de cette époque. Mais d'ailleurs, en 1930, dire que pittoresque était ce qui est les paysages qui devaient être peints, c'est oublier ce qu'en faisaient des créateurs comme Klimt, Mondrian, Johan Green, Matisse ou Picasso, qui en faisaient subir à ces paysages dans leur peinture de graves avatars. Il faut voir un peu ce que Klimt faisait. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu classer des paysages peints par Klimt, parce que vraiment, ils sont assez extraordinaires. Bon, mais acceptons cet aphorisme, donc pittoresque, c'est le paysage général. Bon, évidemment, c'est pas le cas dans le cadre d'un tableau que ça nous intéresse. On est vraiment dans les grandes dimensions. Et je vous précise tout de suite que le Val d'Oise est protégé au titre des sites, c'est du paysage sur la moitié de son territoire, plus de la moitié de son territoire. Alors, c'est d'abord un grand site inscrit. Le grand site inscrit du Vexin français, où il faut 40 km pour le traverser. 40 km pour traverser un site. Il y a aussi des sites classés, nombreux et grands, la vallée de l'Epte, les buttes de Rhône, la vallée de Lisieux, qui complète, alors là, de façon beaucoup plus stricte que le site inscrit. Voilà donc un département périurbain
qui est très protégé au titre des sites. D'ailleurs, on pourrait projeter la première photo. À vous d'appuyer. Sur quoi? Espace. Espace. Inter ou espace, voilà. Ah, Retour. Retour. Vers le bas, Voilà. Bon, vous voyez, le Val d'Oise est protégé. Bon, du côté de Gonesse, on est plus prudent. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais tout l'ouest est remarquable. Pardon? Les légendes, jaune, c'est inscrit. Rouge, classé. Marron, c'est classé. Et puis c'est tout. Il y a des biotopes, de l'eau, etc. Ce qui est important, c'est le site inscrit jaune et le site classé plus foncé. Bon, donc j'ai parlé d'un département classé sur des kilomètres carrés, mais il y a des sites tout petits. Il y a par exemple la pierre turquée qui se trouve quelque part ici, sous la forêt de Rambouillet, qui lui a quelques centaines de mètres carrés. Mais je ne vous montrerai pas de photos, d'abord parce que j'ai des problèmes de photos, vous n'en verrez pas beaucoup, l'informatique m'a joué certains tours, mais d'autre part, on peut chercher indéfiniment cette pierre, elle a disparu, et c'est un site qui a été détruit, alors je pense par des bulldozers plus que par des raisons naturelles. Quand il y a un bombardement, quand il y a sénescence des arbres, on accepte que le site soit déclassé ou désinscrit. Par contre, tu sais, par bulldozer ou par volonté manifeste d'urbaniser, dans ce cas-là, on a des réticences pour faire cette opération. On voit sur cette carte que le degré de protection n'est pas homogène sur la région. Il y a pourtant des paysages assez intéressants dans le nord de la Seine-et-Marne, mais l'essentiel des protections sont autour de la forêt de Fontainebleau, qui est le summum de l'art, de la culture, de la science, etc. etc. C'est vraiment un haut lieu qui mérite tout à fait ces protections. D'ailleurs, j'avais fait intervenu sur le SDO de Fontainebleau pour essayer de freiner les urbanisations sur tout le pourtour de la forêt. Je n'ai pas réussi tout à fait. Pour l'Essonne, les vallées rayonnantes depuis là sont protégées ou même certaines en voie de protection. Pour les Yvelines, c'est toute la partie ouest, toute la partie est avec les alentours de Rambouillet, Chevreuse, qui est bien couverte. Autour de Versailles avec la plaine de Versailles et la vallée de la Bièvre, et d'autres comme le Trou d'Enfer, etc., des sites un peu particuliers. Voilà donc l'essentiel des protections dont on bénéficie en Île-de-France. Alors, il y en a sur les 5000 sites inscrits en France et les 2700 sites classés. Il y en a pour la région à peu près 10%, ce qui est d'ailleurs remarquable. Il faut dire que les pressions pour protéger les paysages sont plus fortes ici qu'au fond du Cantal. Il y en a 334 inscrits et 245 classés, mais je n'ai pas remis à jour. Je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on pourrait rajouter dans les classés. Alors, comment peut-on faire un classement? Ce que j'appelle la longue démarche de l'inspecteur des sites. Longue marche et longue démarche, car l'inspecteur des sites doit être présent depuis le début jusqu'à la fin de la procédure.
Le début, c'est bien connaître le territoire. Et la fin, c'est passer au Conseil d'État, de décret de classement. Pour lancer l'étude, à l'époque, on avait un peu de crédit, ce qui n'est plus le cas de Vache-Maigre actuellement. On avait de crédit pour des études que nous confions à des jeunes paysagistes. Je me souviens, pour la vallée de Lisieux, on avait donné à deux jeunes sortant de l'école de nous faire une étude de définition du site qui a débouché sur une carte 25 millième qui m'a été utile. J'ai eu aussi pour le classement des étangs et rigoles du parc d'alimentation du parc de Versailles, qui est un réseau assez extraordinaire entre les étangs différents, l'étang de la Tour en particulier, les étangs de Saint-Quentin, qui amenait l'eau à Versailles sur un réseau exceptionnellement bien conçu. Et pour étudier ce problème, j'avais confié l'étude à un ingénieur centralien qui a fait les 100 km environ du réseau à pied et à cheval. Il était un cavalier, il se débrouillait bien, et son cheval était dans les environs, donc il a parcouru le réseau à cheval, en partie à cheval. Mais à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était peut-être plus difficile. Alors, bien connaître le territoire. Bon, heureusement, je connaissais l'Ouest parisien avec les photos. Ah, c'est ça. Oh, d'accord. Oui, je connaissais donc l'Ouest parisien, un peu moins bien l'Est. Et j'avais travaillé avec les associations de défense à des interventions sur des points sensibles du territoire, dont surtout les alentours du parc de Versailles. Alors, mais surtout pour discerner quel site était utile de protéger, j'avais les associations qui ne manquaient pas de m'appeler. Je me souviens, il y avait un jeune vert qui était dans le Val d'Oise et qui m'a envoyé de très nombreux coups de fil pour me sensibiliser à l'intérêt de la vallée de Lisieux, qui est venu me voir avec un petit schéma, et qui a enfin, comme j'avais autre chose à faire à l'époque, excédé, a écrit au ministre qu'il fallait, que je ne faisais rien, et qu'il fallait me changer de poste. Alors, le ministre n'a pas suivi cette prière, je suis resté en poste, mais j'ai eu la copie de la lettre qui m'a un peu vexé, parce que, dans un chien, je suis là pour classer les sites, et celui-là avec de l'intérêt. Donc j'ai un peu laissé tomber d'autres projets, les associations qui suivaient les projets m'en ont d'ailleurs voulu, parce qu'il fallait avancer, et c'était un classement qui a été fait donc, dans les 2001, je crois, et qui était très bon, parce que ça a permis ensuite le parc naturel régional de l'Oise Pays de France, qui a inclus le site classé. Alors, connaître le paysage, c'est aussi s'investir dans toutes les archives dont on dispose. En général, c'était des intentions de protection qu'avaient fait mes prédécesseurs, des croquis, des petites photos des études, mais enfin, ils n'avaient pas pu s'investir puisqu'ils avaient également autre chose à faire. Et moi-même, j'avais des projets de classement que l'on peut voir, des projets de classement que mes successeurs trouvent maintenant dans leur bureau, et d'ailleurs ça a été inscrit dans leur programme. On est passé en commission des sites pour enclencher des protections, des classements. Bon, l'un c'est la Vaucouleurs, la vallée de la Vaucouleurs, au sud de Mantes.
L'autre, c'est les abords du château de Jouarre-Pontchartrain. Et puis, enfin, les étangs Rigoles, qui sont le réseau emblématique du parc de Versailles, enfin, qui justifie un peu les frais énormes qu'avait fait Louis XIV pour apporter de l'eau à son château et son parc, qui, je crois, a pris un gros pourcentage des frais d'installation de ce parc. Alors, choisir un site, c'est aussi à Paris que l'on fait. Lorsque j'étais à Rouen, en Haute-Normandie, j'ai trouvé que la vallée de la Seine était un paysage de toute beauté qui méritait un classement en titre de l'UNESCO, comme la vallée de la Loire. C'est une succession de paysages miraculeux, malgré les usines et les interventions récentes qui ne sont pas de très bon goût. Mais l'ensemble est remarquable. Et alors, c'est une idée comme cela que j'ai eue. Il faut vraiment sensibiliser les gens sur la beauté de ce paysage. D'ailleurs, je suis un peu inquiet de voir le Grand Paris investir la ligne Paris-Rouen, Paris-Le Havre, pour en faire un grand axe d'aménagement. J'ai peur que la vallée en subisse des conséquences. La ville nouvelle du Vaudreuil n'ayant pas été une merveille, j'ai peur que ce qu'on va y mettre perturbe cette vallée. Alors je me suis baladé avec un plan 25 millième qui est classé vraiment tout ce qui méritait d'être protégé au niveau, enfin c'est un projet, tout ce qui méritait. Alors j'ai eu droit à des réactions extrêmement violentes des ports autonomes, des deux ports autonomes, des élus, des administrations et, alors, que comble, des préfets. Le sous-préfet de Bernay a fait un esclandre parmi les autres, tous les intervenants, en disant que j'étais fou. Mais d'un autre côté, l'idée a fait son chemin et j'ai le plaisir de vous dire que la boucle de Roumare, qui est une des premières phases de cette protection, va être classée, c'est pas encore, mais ça va bientôt arriver, et la boucle des Andelys, donc du Château Gaillard, est maintenant quasi classée. Je crois que je ne sais pas si c'est fait. Enfin, vous voyez, les protections avancent et bon, il fallait un peu secouer à cette époque-là. Et on ne désespère pas de classer le Marais Vernier, qui est de toute beauté, et d'autres secteurs de cette vallée. Alors, après avoir décerné les éléments qui sont dignes d'être protégés, il faut monter un projet. On a des esquisses, on a des études préalables, et maintenant, il faut réaliser le dossier qui sera mis à l'enquête. Et il s'agit d'abord de convaincre que si on ne protège pas, le paysage s'effondre. C'est hélas ce que l'on peut voir en région parisienne, où on voit des vallées comme la Bièvre qui ont été très correctement préservées, puis à côté des vallées comme celle de l'Essonne, etc., qui, elles, ont été massacrées par défaut de vigilance. D'ailleurs, ce que je dis toujours, on peut construire et urbaniser, mais à condition de garder une certaine qualité, une modération dans les sites qui méritent d'être protégés. La principale difficulté que nous avons, c'est de savoir où passer le trait. Si vous mettez le trait à droite de la parcelle, vous faites un heureux et un malheureux. Si vous la mettez à gauche de la parcelle, vous faites un malheureux et un heureux. Bon, le fait qu'on ait inclus ou non une parcelle
ça toujours difficile à accepter. Et les principaux reproches, demandes que nous avons, c'est de déplacer, de sortir telle parcelle constamment de la limite que l'on propose. Et là, savoir sur un cadastre, savoir où s'arrête un site, c'est un challenge car il faut bien connaître le terrain, ça c'est le principal. Il faut savoir où s'arrêtent les forêts, où s'arrêtent les urbanisations actuelles et prévues, car on est obligé de prendre en compte les prévisions d'extension urbaine. C'est inutile de mettre dans un site un lotissement prévu parce que ça va être à chaque fois une demande d'autorisation qui doit passer par le ministre. Je rappelle qu'en site classé, toute modification du site doit avoir une autorisation préalable. Mineure, si c'est une modification mineure, c'est le préfet qui le donne, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France. Si c'est une modification majeure, ça doit passer par accord ministériel. Ce n'est pas facile et c'est un peu long. Donc, classer nécessite de savoir où on passe le trait. Par exemple, pour la vallée de la Bièvre, non, je ne sais pas si c'est ensuite, non, ou pour la plaine de Versailles. Il y a des moments où on fait passer le trait en n'étant pas très attentif. Je dis attentif toujours, mais en faisant quelquefois des illusions sur ce qui va se passer. Là, par exemple, dans un endroit, je vais vous montrer, ici. Ici, j'ai fait passer le trait devant une maison qui était intéressante et qui, je pense, devait être dans le site. Mais j'ai fait une encoche pour laisser certaines extensions à certains endroits. Or, cette maison me crée beaucoup de problèmes car il y a des projets qui se font dessus. De même, on était obligé de lâcher une autre encoche qui est celle-ci, où ce sont des serres horticoles qui étaient particulièrement laides dans le paysage. Donc, normalement, on inclut dans un site pour pouvoir en corriger les effets. À chaque fois qu'il y a une demande de projet, d'autorisation sur une maison d'un site, sur une construction d'un site, on en profite pour demander des améliorations. Mais là, le maire m'a demandé de l'extraire, cette partie, car il y avait un projet de restructuration qui aurait été difficile en site classé. Bon, je me suis laissé convaincre, mais du coup, tous ceux qui ont des serres horticoles dans la plaine de Versailles me sont tombés dessus en disant « Pourquoi lui? Pourquoi pas moi ?» Donc, il a fallu justifier ce trait passé dans un coin. Donc, lorsqu'on concerte, quand on est à ce niveau de détail, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des inquiétudes, et ces inquiétudes peuvent se traduire par des actes plus ou moins violents. Et quand on a inclus dans un site quelque chose qui déplaît localement, attention aux pneus crevés, attention aux gros 4x4 ou aux tracteurs qui poussent votre voiture le soir dans un carrefour, qui pousse la voiture pour qu'elle passe le stop et qu'elle rentre dans la grosse circulation en face. C'est arrivé à un de mes collègues. Et, ou bien, attendez-vous à être séquestré, hein, ce qui m'est arrivé à la Virène, mais ils venaient aussi pour la DRAF, c'est-à-dire l'agriculture, et d'ailleurs, ils étaient pour moi et pour le responsable des financements agricoles, qui s'est retrouvé avec son bureau, son armoire, sa chaise et sa lampe, en plein milieu de la rue.
Et ces dossiers, surtout tous ces dossiers de subventions qui l'ont suivi également dans la rue. Moi, j'étais envahi, disons, par plusieurs gros bras des jeunes agriculteurs que j'estime. Ils défendaient leur beefsteak et ils m'ont menacé de me jeter par la fenêtre. On était au troisième, mais c'est quand même un peu gênant. Alors, bon, j'ai été sauvé par mon directeur Claude Truchot, et qui est venu et qui leur a dit ce n'est pas très important que je passe par la fenêtre, parce qu'il y aura d'autres inspecteurs des sites qui prendront la relève. Bon, donc ça a marché et je suis là. Bon, la plaine de Versailles, ça n'a pas été une morne plaine. C'était très difficile. Ça a été une grande aventure. D'ailleurs, on va beaucoup y rester longtemps. J'avais l'intention de classer j'ai proposé au préfet d'aller jusqu'à la baie de la Môle, à 15 km, 12 km plus loin. Bon, quand il a vu ça, il m'a dit écoutez, Périllon, c'est très bien, mais si vous arrivez jusqu'à la limite historique du Grand Parc de Versailles, ça sera bien. Et la limite historique passe par là. Villepreux, là. Bon, alors vous voyez que je ne lui ai pas tout à fait obéi. Hein, j'ai prolongé jusqu'à Chavenay. Bon, il m'a laissé faire. Quand même, il fallait continuer puisque la vue poursuit. Alors, qu'y a-t-il dans ce site? Alors, ça, c'est quand même effrayant. C'est une autoroute, un aéroport, 2 golfs, 2 grandes routes, un arboretum, etc. Et un village entièrement classé, celui de Rennes-Moulin. Rennes-Moulin, bon, c'est un joli village, et comme j'en ai parlé au préfet, qui était à l'époque Claude Erignac, donc c'était vraiment un grand préfet que j'admire beaucoup. Il m'a dit, bon, puisque c'est comme ça, puisque vous dites que Rennes-Moulin est joli, c'est d'abord dans les 80 habitants, les bonnes années, je vais y aller. Il y est allé à vélo, moi j'étais allé à vélo avant, on ne s'est pas rencontrés, mais il m'a dit, vous savez, je reviens de la Creuse, les villages là-bas sont 1000 fois plus jolis que celui-là, mais on l'a quand même laissé dans le classement, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de plan d'urbanisme. Et j'étais bien ennuyé parce que on classe l'existant quand ça le mérite, on limite les parties urbaines parce qu'il ne faut pas créer trop de problèmes, et on enlève toutes les parties qui ont été décidées comme constructibles à court et moyen terme. Donc, pour éviter, il faut permettre aux communes de s'étendre un peu. Bon, là, il n'y avait rien. On ne savait pas du tout où pourrait s'étendre Rennes-Moulin. Ils ont un permis par an, ce qui n'est pas énorme. On lui dit, bon, on gérera les demandes au fur et à mesure que ça arrivera. Et d'ailleurs, on voit, parce que je fais toujours partie de la commission des sites, bon, on a peut-être une demande de construction par an sur Rennes-Moulin et même moins. Donc, apparemment, ça va, mais je crois que c'est le seul village qui soit entièrement classé que je connaisse. Même dans la vallée de la Clarée, je crois qu'on a extrait systématiquement les parties urbaines. D'ailleurs, ils ne sont pas très mécontents d'être dans le classement entier. Alors, si nous avons le pouvoir de créer par le crayon malheur, bonheur, si on peut dire,
cela demande donc une bonne analyse paysagère des sites. Alors, on le fait maintenant, surtout avec les orthophotoplans, les autres techniques qui sont vraiment extraordinaires d'usage facile et vraiment passionnant. Nous avions des systèmes beaucoup plus simples, nos pieds d'abord pour aller sur place, l'œil, et puis des photos aériennes. Je me souviens d'avoir fait l'analyse de la vallée du Loir sartois uniquement derrière un binoculaire avec des photos aériennes donc, qui permettent d'avoir du relief. Bon, j'ai gardé mes yeux, mais c'était très, très pénible. Pour revenir à la plaine de Versailles, j'avais demandé à l'École nationale supérieure du paysage, dont j'étais issu, et qui avait des ateliers pédagogiques régionaux, de faire une étude sur l'avenir de cette plaine, en même temps que j'élaborais la délimitation, car ça pouvait avoir des influences sur cette délimitation. Alors après un départ assez technocratique, on peut dire, c'est prudent, parce que la Dirène était un client, donc il fallait ne pas la choquer, il fallait être très, très prudent dans les propositions. Je leur ai dit, allez-y, libérez-vous, hein, faites vraiment du projet de paysage. Alors c'était magnifique, hein. Ils ont fait un Orango, ils ont fait un projet vraiment un peu fou, mais c'est bien. Alors, avec ce projet, bon, on ne va pas le mettre de but en blanc devant les yeux des élus, ça serait le drame. Par contre, ça peut inspirer, ça peut changer la vision d'un paysage que l'on peut avoir lorsqu'on est trop proche des plans d'urbanisme technique. Alors maintenant, concerter. Alors concerter, c'est peut-être l'opération la plus difficile. Donc les préfets, j'en ai parlé, Rignac, avec qui je m'entendais parfaitement et qui m'a beaucoup aidé, qui a été des projets principaux des Yvelines, le préfet Pascal aussi, dont je rends hommage, pour le Val d'Oise. C'est bien, quand on a un grand préfet, qui voit les choses de loin, vraiment, tout est simple. Le sous-préfet des Anglais également m'a beaucoup aidé, et ça a permis le classement de la boucle de Château-Gagard. Par contre, les élus, c'est beaucoup plus difficile. Alors, les élus, il y en a qui sont bien, qui sont d'accord, qui sont très demandeurs, comme le maire des Anglais, très demandeurs. Puis il y en a d'autres qui soit ne disent rien, ce qui n'est pas très encourageant, soit se bloquent. Je me souviens du maire de Meudon, qui est d'ailleurs toujours en poste, et qui m'a reçu très froidement lorsque je lui proposais de classer l'axe de Meudon, depuis Meudon-la-Forêt jusqu'à la Seine, pratiquement. Il faut voir les choses en grand pour obtenir quelque chose, sinon, si on commence petit, on a peu de choses. Donc là, c'était un grand projet, avec son intérêt. Il y avait le potager du Dauphin, qui est un endroit merveilleux, et qui était inclus dans le projet. Là, j'étais assez mal reçu. D'autres, alors, grandes communes, mais il y a aussi des petites communes. Certaines comme le Tarte-Gaudran. Je ne sais pas si vous connaissez le Tarte-Gaudran. Ah, c'est dommage, allez-y. Hein. D'abord, vous aurez des difficultés à trouver. Ça se trouve sur la limite ouest des Yvelines. Et le Tarte-Gaudran, il y a 60 habitants, c'est le maximum. Il y a une mairie qui se trouve à un carrefour en pleine campagne, un petit bâtiment, avec écrit dessus mairie. Et c'était une commune qui a un poste, peut-être pas tant élu, et dans les réunions du conseil municipal était, paraît-il,
désopilante parce qu'il y avait un certain conseiller qui s'appelle Uderzo. Et ce conseiller municipal fichait la pagaille en dessinant tout le temps et tout le monde était en tire-bouchon. Et d'ailleurs, il a dessiné le blason du Tartegaudran. C'est très drôle parce que le Tartegaudran, dans les... autrefois, c'était un peu la sœur, la dernière-née, la toute petite sœur de Paris. On mettait le maire du Tartegaudran, vraiment rural, à côté du maire de Paris, dans les banquets des communes, des maires de France. Un grand truc énorme. On mettait le Tartegaudran et le Paris l'un à côté de l'autre. Et du coup, le blason dessiné par Uderzo, c'est pas fluctuate mergiture, mais c'est fluctuate mergiture, c'est-à-dire que ça coule. Hein. C'était la galère, enfin, le bateau qui coule sur la Seine. Bon. Donc les élus, en général, il faut vraiment les convaincre longuement pour qu'ils acceptent ce qu'ils prennent très souvent pour une contrainte majeure. Les agriculteurs, vous savez que je les ai reçus dans mon bureau, je les voyais constamment et mes rapports avec la Chambre d'agriculture Yvelines-Valdoise n'étaient pas excellents, on peut le dire. Alors leur souci principal, c'est non seulement que leur société civile immobilière n'ait plus de beaucoup de, qui couvrent souvent leur territoire, n'ait plus beaucoup de justification parce que l'urbanisation en site classé est à mettre au calendrier grec, mais c'était surtout pour les projets de construction de hangars qu'ils ne veulent pas voir retardés ni coûter trop cher. Bon, maintenant, on leur dit que de toute façon, le classement va pérenniser la vocation agricole des terres et la qualité de l'architecture des bâtiments agricoles n'est pas forcément une question de coût, mais de goût. Et on voit d'ailleurs que spontanément, il y a eu des progrès importants faits, peut-être par l'action des CAUE et autres, mais les hangars agricoles sont peut-être moins insupportables qu'il y a une trentaine d'années. Le contact avec les habitants, alors là c'est difficile, hein, les habitants, on ne sait pas qui les voir, comment les voir, c'est quelque chose en conversation, quand on se balade dans un village avec un appareil en bandoulière, et puis un schéma, une carte, etc., qu'on s'arrête devant des choses qu'on photographie, ça inquiète. Récemment, là, dans un village Verville du Val d'Oise, à un moment, ça inquiétait tellement que j'étais suivi par quelqu'un en voiture qui regardait si ce que je faisais. Donc, une fois là, on est obligé d'avoir des contacts déjà, et de parler déjà de protection. Mais les habitants les plus difficiles, ce sont les chiens. Alors là, pour leur faire comprendre quoi que ce soit, c'est vraiment pas facile. Sur l'île de Bencourt, où se trouve là-bas, en haut, près de l'île de Bencourt, on m'avait dit qu'il y avait un chien féroce dans le coin et que le propriétaire était également féroce et qu'il avait la fâcheuse habitude de laisser le chien partir. Évidemment, je tombe nez à museau, nez à truffe, devant un chien. Alors on est resté là, le chien et moi, l'un en face de l'autre, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors, on avait appris de ne pas faire demi-tour, c'est dangereux pour le fond de culotte. Hein. On m'avait dit également de ne pas regarder le chien, parce que du coup, il sent agressé. Alors, voilà, je suis resté comme cela. Et je ne sais plus comment c'est passé, comment ça s'est terminé, mais assez bien.
Ça, c'est difficile. Hein. Mais il y a quelquefois des propriétaires qui sont également très difficiles. En Sologne, j'étais rentré par inadvertance ou aussi par curiosité dans une propriété dans le portail. Vous savez que là-bas, ce sont des chasses ultra gardées. Hein. Et j'étais rentré pour voir un peu. En Sologne, c'est bien, mais on ne voit pas des temps. Hein. Ils sont tous clos et on ne les voit pas. Il fallait quand même voir un peu ces paysages. Et arrivé à 100 mètres à l'intérieur de la propriété, un 4x4, un garde-chasse, fusil je ne sais plus si c'était à l'épaule ou à la main, mais fusil, avec son fusil, il m'a dit, voulez-vous sortez immédiatement. Hein. Et après, discutant un peu avec lui, il m'a dit, oui, mais vous avez de la chance que je ne vous ai pas tiré dessus. Voilà, et j'ai rencontré des cas pareils. On a des difficultés quand on fait une reconnaissance paysagère, on a des difficultés à voir ce qui se passe à l'intérieur des propriétés. Quand on est invité à rentrer, quelquefois on fait des découvertes remarquables, comme autour de la plaine de Jouarre, il y a un golfe très beau et des maisons extraordinaires dans les coteaux boisés splendides. Alors pour calmer un peu les rapports délicats avec agriculteurs, habitants, maires, etc., les chiens sont en dehors du débat, j'ai lancé l'idée de faire un cahier d'orientation de gestion qui permet d'écrire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc, avec la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, etc., on a beaucoup parlé de paysage et on a fait un document de 4-5 pages essentielles, où il y a l'essentiel et qui permet de savoir comment le site sera géré après le classement. C'est dommage que le Conseil d'État n'ait pas accepté que ce document soit inclus dans le décret de classement, mais bon, c'est déjà bien qu'il ait suivi l'enquête et qu'il se trouve à la fin dans la mémoire des gens, puisque ça reste encore, celui de la plaine de Versailles est encore regardez celui de la vallée de la Bièvre aussi, c'est un support de concertation entre l'administration et les habitants. Alors maintenant, l'enquête. L'enquête. Alors, c'est difficile. Hein. Également, c'est une enquête non pas publique, telle qu'on la pratique pour n'importe quel projet, mais c'est une enquête administrative. Alors, bon, il m'est arrivé d'être, non pas ce chef de service, mais de le remplacer, parce que ce chef de service avait trouvé que je connaissais mieux le site que lui. Alors, c'était un peu étonnant de voir celui qui avait conçu le site, qui connaissait tout, qui avait fait le dossier, faire aussi le rapport d'enquête. Toujours favorable, hein, n'ayez pas peur, hein, la conclusion était favorable. Pour la plaine de Versailles, donc, nous avons reçu plus de 1000 lettres favorables aussi, ce qui venait du monde entier. On a reçu des lettres de Louisiane et d'Australie disant très bien, ce que vous faites est très bien, parce que ça avait été bien diffusé. Et donc une grosse caisse d'avis venant de partout. Certains disaient même, je suis quand même stupéfié, que les abords du château de Versailles ne soient pas encore protégés. Beaucoup de lettres étaient dans ce sens-là. Alors les habitants du golfe que j'avais inclus, c'est un golfe immobilier, hein, que j'avais inclus dans le classement, avec leur maison, leur jardin et leur piscine et leur garage, et pour leurs 2 voitures, etc., dans le classement, à leur demande expresse, parce qu'ils disaient que le règlement de copropriété du golfe de Saint-Nom-la-Bretèche n'était pas suivi avec assez de rigueur. Donc, autant qu'on ait une servitude bien appliquée, qui soit
qui soit suivi par un service comme celui de la préfecture et de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, j'avais tous les habitants du golfe de Saint-Nom ont envoyé une lettre enthousiaste en disant d'accord. Mais un peu moins d'accord, c'est ceux qui avaient été à côté, qui avaient été n'ont pas été inclus dans le classement. Question de trait, cela, pour simplifier un peu la gestion ultérieure de l'architecture des bâtiments de France, cette cinquantaine de maisons, un peu moins de trentaine de maisons, avaient été exclues parce que c'était plus facile au point de vue des limitations. Moi, j'ai eu 30 lettres de rouspétance. Ils n'étaient pas contents de ne pas avoir été classés. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup de monde, qu'il y ait tellement de gens enthousiastes devant un classement, ce qui est très rare. Alors, j'ai une expérience que je n'aurais pas voulu renouveler, c'est celle d'une enquête, d'une réunion publique en cours de classement. Ce qui m'est arrivé pour la vallée de Chauvry, dans le Val d'Oise, où il y a eu des réactions exprimées auprès du sous-préfet, et le sous-préfet avait cru utile de faire une réunion. C'était vraiment très, très houleux. J'ai vraiment eu très chaud. Et le sous-préfet a pu calmer les débats, les agriculteurs essentiellement, en disant qu'il était d'accord avec les chasseurs, qui aussi étaient présents, parce qu'il était lui-même chasseur, et qu'il était d'accord avec les agriculteurs parce qu'il était lui-même issu de milieu agricole. Donc, il a été des arguments qui ont touché, mais je vous assure qu'on est quelquefois heureux qu'une réunion se termine et qu'on rentre chez soi à peu près entier. Bon, après l'enquête, évidemment, il y a le rapport, mais surtout les procédures finales. Alors, le dossier passe en commission des sites. Bon, commission de la nature maintenant, nature, le site, nature, je ne sais plus, ça a changé de nom, mais c'est toujours la commission des sites qui s'occupe donc des arrêtés, des problèmes de milieu naturel, de la publicité, des paysages en général, pas seulement des sites, mais des paysages en général, bien qu'il y ait peu de saisines des commissions sur des problèmes de paysage, peut-être pour les projets éoliens, des choses comme ça. Mais on en voit pas assez peu souvent dans les Yvelines. Alors, qui compose cette commission des sites? Les fonctionnaires, évidemment, chargés à la préfecture, à la DIREN, à la DRIE de l'inspection, les architectes des bâtiments de France, qui sont la cheville ouvrière de ces classements et de la commission des sites. D'ailleurs, quand ils font des rapports, l'un le fait sur le paysage, c'est l'inspecteur, et l'autre le fait sur l'architecture, c'est l'ABF. Mais quelquefois, il y a des présentations en commun et on peut même interchanger de temps en temps lorsqu'il y a des thèmes qui le justifient. Donc, en général, bonne cohésion entre les différents intervenants de cette commission, dont font partie d'autres services, la DDE, évidemment, enfin la DDT maintenant, l'ONF, les chambres d'agriculture, il faut bien qu'ils soient là pour aller, et pour défendre les intérêts de l'agriculture, je l'estime beaucoup. Et il y a des personnalités et des experts, souvent architectes et paysagistes. Et heureusement, il y a les associations qui ont leurs représentants. Heureusement, car c'est le véritable poil à gratter des commissions des sites. Et heureusement, ils interviennent en bonne connaissance des problèmes. Bon, l'inspecteur des sites n'est pas innocent et a souvent des contacts avec eux pour savoir quelle température, puis ils ont une bonne connaissance des terrains, donc on travaille
non pas avec eux, mais au moins en connaissant leurs opinions. Il y a des élus aussi, conseillers généraux, et des maires de communes qui se montrent intéressés par les sites, qui sont en général concernés d'ailleurs par un problème, et qui viennent assister utilement au débat. J'ai eu peur une fois en commission des sites où j'ai failli être désavoué parce qu'une commune, enfin un maire, voulait urbaniser un site qui était déjà classé. Il voulait mettre en zone U une partie de site qui était classé. Alors je lui ai demandé de passer en commission des sites car le procédé était impossible. Bon, et ils avaient tenu quand même à le faire et le PLU, enfin le poste à l'époque, portait en zone U un site classé. Donc j'ai exposé en commission les raisons de ce passage, cette saisine, et à ma grande surprise, les élus, les administrations ont voté pour le maire. Donc je me trouvais quasiment en minorité. J'étais sauvé encore une fois par le préfet, qui a jugé quand même qu'il fallait éviter les problèmes avec les services du ministère, qui n'auraient sûrement pas accepté ce procédé. Voilà, donc le seul moment où j'étais désavoué par la commission des sites. Après, donc, le passage, l'autorisation et le rapport de la commission, là, la commission supérieure des sites, bon, c'est une étape centrale, et puis le Conseil d'État. Alors, Conseil d'État, c'est quelque chose, hein, c'est le palais royal. Quand on est convoqué, on est très respectueux, très influencé par l'ambiance. Je pense que Jean Cabanel connaît bien l'ambiance du Conseil d'État. Et passer, alors, c'est assez drôle, mais la section du Conseil d'État chargée d'approuver les protections de sites, donc de préparer le décret de classement des sites, c'est la section des travaux publics. Alors, que les travaux publics s'occupent de la protection des sites, c'est quand même paradoxal. J'expliquerai après pourquoi souvent en équipement, on n'a pas un accueil enthousiaste des équipements pour les protections de sites. Et alors, on peut faire un rapide rappel de ce que doit contenir un rapport en Conseil d'État. Il doit faire vraiment le tour de tout ce qui peut arriver s'il y a contestation et s'il y a s'il y a recours contre le Conseil, contre le décret de classement. Et la section du contentieux est, paraît-il, ravie de mettre la section des travaux publics en défaut. Donc il faut faire très attention à ces choses-là. Et les conseillers, quelquefois, nous demandaient de bien connaître avec nous les caractères du site à protéger. Alors, il y avait la vallée de la Bièvre qui était venue, le conseiller avait passé la matinée à regarder très bien, et on l'avait conduit ensuite à un bon restaurant, au loge en Josas, très bien, et puis l'après-midi, le responsable du ministère et moi-même, on a été désolés parce qu'il dormait. Il dormait toute l'après-midi quand on lui a fait visiter la partie la plus intéressante, il dormait. Mais d'un autre côté, le rapport final était remarquable de clarté, d'intelligence et de connaissance du terrain. Donc, on était un peu dépités tous les deux parce qu'on avait bien préparé le voyage, et bon, alors, une fois le décret approuvé, ben, il faut l'appliquer. Le décret passe au JO, etc. Et là, toute demande de modification de l'aspect du site doit passer par modification tout court, pas d'aspect, de modification du site doit passer par un accord du préfet si c'est vraiment des broutilles,
et du ministre lui-même si c'est important. Les permis, les projets routiers, etc. Et d'ailleurs, je vais vous raconter quelques histoires. Il nous reste combien enfin, le temps va mettre 20 minutes. Je vais raconter quelques aventures. Oui. Ça, quand même, il faut que vous voyez quelques images. Donc, voici ce qui nous a inspiré pour le classement de l'appel de Versailles. Une simulation de Pierre Patel en 1668 de ce que pouvait être le parc plus tard. Parce qu'il y avait déjà une chose qui n'était pas encore faite. Mais ce qui n'était pas encore fait, ça c'est pas encore, c'est le paysage lointain qui est fortement exagéré, dans l'esprit d'ailleurs des paysages que l'on voit derrière la Mona Lisa et d'autres portraits de l'époque, d'autres tableaux de l'époque. Voici quelques vues de la plaine de Versailles. Vous voyez, c'est un beau paysage. Alors, bon, le Conseil d'État a décidé de lui donner surtout un caractère historique, mais il y a quand même des choses intéressantes. D'ailleurs, on a sorti un bouquin avec Jacques de Givry, qui est Le Grand Parc de Versailles, qui est un livre de photos. Non, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici, mais c'est vraiment intéressant parce que ça donne envie de voir ces paysages. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer peut-être la vallée de la... Voilà, quelques vues de la vallée de la Bièvre. Hein. Le lac-duc de Buc, un arbre, et le viaduc lui-même avec le haras de Vauclin, qui est un très beau lieu de sauvage, enfin moitié sauvage avec des chevaux de course qui est dedans, qui c'est vraiment un lieu étonnant qui permet de belles photos. Hein. Remarquez la belle photo. Attendez, je vais reprendre le plan de la vallée de la Bièvre. Oui, c'est pas très clair parce que il y a toutes les contraintes. Grosso modo, la vallée de la Bièvre là, avec les étangs ici, le Moulin et la Jeunesse. Et ensuite, ça va jusqu'à derrière le glissement dans l'Essonne. Alors là, c'est là où l'équipement et les sites ne se sont pas bien entendus. Et d'ailleurs, c'était une foire d'empoigne, car il y avait au schéma directeur précédent, il y avait des projets routiers. La liaison entre la 186, et 186 exactement, donc à Vélizy, jusqu'à Saint-Quentin, etc., il y avait deux projets routiers qui coupaient la vallée. Ça passait au-dessus, en dessous, je ne sais pas, ça coupait la vallée dans les endroits les plus intéressants, qui est le Moulin-Renard, un étang splendide, qui est d'ailleurs un parc public très fréquenté. Moi, j'ai pensé que jamais cette autoroute, d'ailleurs il y avait très très nombreuses oppositions, cette autoroute n'était pas difficilement faisable et qu'on pouvait à la rigueur le prévoir dans un site classé. Il fallait écrire que si éventuellement l'autoroute se fait, on prendra toutes les précautions pour l'enterrer, ce qui était techniquement possible, donc sans destruction du paysage. Mais à l'époque, on n'était pas sûr qu'on pouvait réaliser à moindre coût le passage souterrain. D'ailleurs, maintenant, c'est toujours pas facile. Donc, l'équipement a demandé qu'on laisse une tranchée non classée de 100 mètres de part et d'autre du tracé. 100 mètres de part et d'autre du tracé, il n'y a plus de site. Alors, on s'est bagarré. Je me souviens d'une séance à la DTE des Yvelines où certains se sont mis d'ailleurs à pleurer de rage parce que l'équipement avait des exigences qui tuaient le site. On est quand même arrivé à obtenir des tranchées de 80 mètres de large.
Bon, moi, personnellement, j'ai trouvé que le danger n'était pas excessif de laisser dans le site classé ces 80 mètres de large. Car l'autoroute, je ne suis pas sûr qu'elle soit faite. Bon, s'il se fait, c'est de part et d'autre classé, donc ils ne feront pas de dégâts ailleurs. Et puis, bon, on aura des armes pour trouver peut-être une meilleure solution. Et je signale que dans le nouveau schéma directeur, en gestation, bientôt paru, ce projet a été abandonné, hein, je crois. C'est B12, enfin B12 à 126. Je crois bien que c'est abandonné. Donc, il reste à trancher, non classé, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. De toute façon, il ne se passera rien dedans. C'est des coteaux boisés et de l'étang. Je pense qu'il ne se passera rien. Et un jour ou l'autre, on fera un classement complémentaire. Mais ça a été vraiment difficile. Alors, dans cette séance à la DDE, il y avait l'équipement qui était venu en force et la DDE qui m'a bien aidé d'ailleurs, qui a été remarquable dans l'optique de faire au mieux le classement de la vallée de la Bière. Alors, je vais parler d'un site qui est quand même, d'un secteur qui est quand même bizarre, c'est Maison Lafitte. Je ne sais pas si vous connaissez. Maison Lafitte, au bord de la Seine. Vous le placez. Voilà. Maison Lafitte se trouve ici. Donc, dans une des boucles, au bord de la Seine, zone inondable, très bien. Et c'est un parc d'un ancien château, le château de Maison Lafitte, hein, par un architecte célèbre, un architecte, ça fait rien, je retrouverai son nom. Donc ce grand parc a été découpé en morceaux, urbanisables plus ou moins, par Lafitte, baron Lafitte, qui était un des grands barons du Deuxième Empire, enfin Troisième. Donc bref, il a fait la découpe de ce parc selon le modèle d'une Légion d'honneur, selon le modèle de la croix de la Légion d'honneur. Et il y avait donc des parties urbanisées et d'autres qui sont boisées. C'est un lieu extraordinaire voué au cheval. Il y a l'hippodrome, qui se trouve vers l'est. Il y a des écuries un peu partout, des centres d'entraînement de chevaux, et il n'est pas rare de voir dans les allées qui sont équipées pour cela, il n'est pas rare de voir des chevaux de course avec leurs jockeys se balader le matin. Allez-y, c'est le partant de printemps, c'est splendide d'y aller, et vous verrez en même temps la Bentley des entraîneurs qui rentrent au garage, etc. etc. C'est un lieu vraiment privilégié et très curieux, très bien aménagé, très bien construit, avec une vigilance constante d'une association de syndicats libres de propriétaires qui sont vraiment très très vigilants, avec un règlement de copropriété qui date de Lafitte, et qui n'a pas bougé. Surveillance. Alors, il y avait quand même des craintes de voir l'urbanisation grignoter. Les réserves, les allées et les réserves ont été classées, vous les voyez là-dessus, elles ont été en brun, elles ont été classées pour leurs arbres, leur qualité. C'est le reste du parc boisé de Maison Lafitte, hein, du château de Maison. Donc, elles ont une valeur historique certaine.
lorsque je suis arrivé, il y avait une menace très forte de délocaliser les champs de course. Franck Gallo avait décidé de transférer les courses à Chantilly ou à Saint-Cloud. Donc, Maison Lafitte s'effondrait, tout le caractère hippique s'effondrait. Le maire, député maire appliqué, nous a demandé de classer au titre des sites pour éviter de perdre le caractère exceptionnel du caractère hippique exceptionnel, pittoresque, puisque ça date quand même des années 80, 1880, et les écuries sont un style anglo-normand de grande qualité. Ils ne sont pas monuments historiques. La culture n'a pas voulu les classer au point de vue historique, ce qui m'a permis de classer aussi les jardins et les clôtures qui sont vraiment très intéressantes. Donc, sur la quarantaine d'écuries, il a fallu en choisir, les classer toutes, en choisir 6 ou 7 qui soient significatives et de les inscrire dans la liste des monuments classés des Yvelines. En plus, le maire a demandé d'inscrire le tout. Alors maintenant, c'est protégé. Bon, c'est vraiment très protégé, mais par contre, j'ai découvert récemment un bâtiment qui a été fait sans autorisation, en pleine zone inondable, et ce sont des dérapages qui demandent une vigilance constante de l'inspecteur des sites, qui a le pouvoir de dresser procès-verbal. J'en ai fait quelques-uns. Bon, c'est dur, hein, c'est très difficile. Mes successeurs n'en ont pas fait beaucoup. C'est délicat. Bon, j'ai fini. Un mot sur les jardins. Les jardins, alors, le jardin, c'est quand même un lieu de création perpétuelle. Hein, on crée, puis ensuite, il faut gérer, il faut modifier, il faut suivre. Est-ce que leur classement est judicieux, étant donné qu'on modifie pas mal de choses? Je suis content d'avoir classé le jardin du Bois de la Fay à Ménil-le-Roi, qui a été aménagé par un paysagiste anglais ou américain, je ne sais plus, s'appelle Mark Rutkin. C'est lui qui a fait l'aménagement du Palais Royal. Le jardin du Palais Royal, très sensible et peu de choses, et vraiment, c'était très bien. Il n'est pas paysagiste, je ne pense pas, c'est un artiste, je crois. Même un amateur, disons, un amateur éclairé. Et là, il a fait dans la vallée de Chevreuse, un jardin d'azalées, de rhodos sous des pins, et avec l'introduction de plantes qu'il va chercher dans tout le monde entier, et qu'il essaye d'acclimater. C'est un lieu magnifique. Et en classant ce jardin, au moins, on est certain qu'il y aura une certaine continuité. J'espère trouver après, j'espère qu'on trouvera après quelqu'un capable de poursuivre. On a classé également les œuvres anciennes, évidemment, Marie, etc., mais surtout des œuvres d'Achille Duchesne. D'ailleurs, que j'ai découvert à l'occasion de l'exposition d'images de jardin, que je ne connaissais pas bien, et j'ai eu sous les yeux toute l'iconographie étonnante que ce paysagiste, qui est le nôtre du 19e siècle, début du 20e, a fait, et toutes les œuvres les jeunes paysagistes les connaissent maintenant, c'est mieux diffusé qu'avant. Il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs sur Henri et Achille Duchesne. Donc là, dans cette exposition, j'ai trouvé en particulier une image du château de Voisin à Saint-Hilarion, et qui est, voilà le site de Saint-Hilarion. Alors, inutile de dire quand c'est pas ouvert au public. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière les clôtures?
c'est le mystère. Ni l'architecte des bâtiments de France, ni moi n'avions mis les pieds dans la propriété. Donc, on manquait de regard sur le site. Mais, alors, je suis allé une fois quand même, et j'ai vu qu'il n'y avait rien de scandaleux. Et on était rassurés quand même, parce que la propriétaire a fait partie de la commission des sites. Donc, on suppose qu'elle savait que son site était classé et qu'elle était vigilante sur son évolution. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas eu de projet insensé sur la propriété de voisins. Par contre, il y a des moments où les classements sont difficiles. On est là tout de suite. Oui. Là, on essaie d'éviter les superpositions monuments historiques et sites, parce que la gestion devient très difficile. Le parc de Versailles est un monument historique. Par contre, Marly est à la fois les deux. Donc à chaque fois qu'on a un projet, il y a les deux commissions supérieures qu'il faut saisir, etc. Ce qui explique qu'un projet de musée, d'extension de musée à Marly, n'est pas vu le jour. Bon, parce qu'il n'y avait pas de financement, c'est une bonne raison, mais également paysage construction, enfin paysage bâtiment, c'est difficile de concilier les avis de tous. Le désert de Retz. Alors, le désert de Retz, c'est quand même un lieu magique qui est chanté par Malraux et plus ou moins occupé pendant des siècles, depuis la fin du XVIIIe, et qui était un désert en ruine. Il y avait des fausses ruines, mais qui sont devenues des vraies ruines. Voici d'ailleurs des photos de l'époque où c'était encore à peu près en place. La colonne, la grande colonne habitée qui est à droite, et puis un petit cénotaphe, des petits monuments qu'ils ont mal vécu actuellement. Il y a toute une atmosphère très étonnante, très prenante ici du début du siècle, qui viennent c'est Mondeville, je crois qu'il avait fait la première, il avait conçu ce désert peuplé de fabriques, pyramides, grottes, temples, petits temples, colonnes tronquées, habitées, etc., qui est une charge symbolique, très, très symbolique. Alors Malraux avait crié contre l'abandon, et finalement, la mairie de Chambourcy, après une aventure pas très positive avec un architecte, la mairie a repris la restauration de cet espace et ça avance sous l'œil vigilant de l'environnement et de la culture. Ça marche, apparemment ça marche. Bien, je crois que je vais assez rapidement terminer pour vous laisser des questions. Alors, est-ce qu'un site est éternel? Non, j'ai dit que certains avaient été complètement démolis par fait d'urbanisme, par volonté humaine. Donc ça, c'est difficile d'admettre que l'on supprime le classement, que l'on déclasse, car il y a vraiment faute. Le Conseil d'État ne manque pas à chaque fois de dire messieurs de l'État, l'administration d'État, vous avez laissé se dégrader un site dont vous aviez la charge de protéger, d'entretenir, de faire entretenir. Si c'est dans cet état, c'est de votre faute et je ne vais pas déclasser pour faire plaisir à vos manquements passés.
Par exemple, à Sannois, dans le Val d'Oise, il y a des vignes et des petites parcelles qui ont été classées dans les années 32-33 d'ailleurs, tout à fait au début où on classait uniquement ce que les propriétaires acceptaient de classer, de faire protéger. Donc il y avait un patchwork de sites classés sur cette colline, avec le moulin à côté. Enfin, c'est un site assez étonnant. Mais, oubli, négligence, il y a maintenant des HLM, des pavillons, il y a un grand garage, etc. Bref, on ne sait plus du tout, et en plus le parcellaire a changé. Donc on ne sait plus du tout où sont les sites, et c'est ingérable parce qu'à chaque fois que l'on a un projet de changement de lucarne ou bien de couleur sur une fenêtre, et bien, tac, hop, avis préfet ou avis ministre. Alors, tout le monde en a vraiment assez. Mais on ne peut pas déclasser puisqu'il y a une faute de l'administration. Alors, je vais proposer d'étendre le classement, de supprimer ce qui était fautif et de faire un grand classement de la commune de Sannois. Le maire, vice-président du conseil général, m'a dit attention, on a eu tellement d'ennuis avec ces petites parcelles que maintenant, si on laisse classer la totalité de la colline, on en aura énormément. À mon avis, ça manque peut-être de clairvoyance parce que c'était surtout des boisements, des grandes propriétés qui posent moins de problèmes de gestion que ce parcellaire diffus et ingérable. Bon, il y a des arbres qui sont protégés au titre des sites. Alors, dans l'heure, ils aimaient beaucoup protéger les gros arbres. Je pense à la date de la guerre où il fallait empêcher les gens d'aller abattre considérablement pour bois de chauffage n'importe où. Et les grands arbres, les beaux, il fallait les garder. Donc un inventaire précis avait été fait et ces arbres avaient été inscrits ou classés. Alors, la panique, c'était de retrouver ces arbres, parce qu'il faut savoir, il fallait connaître. Pour faire l'inventaire, pour suivre un peu, il faut savoir qu'est-ce qu'on a protégé. Eh bien, aller retrouver un chêne dans une forêt de chênes, bien sûr, ce n'est pas facile. Parce que, normalement, c'était les plus beaux arbres. Mais les plus beaux arbres, bon, quand il y a 10 chênes assez beaux, quel est le plus beau là-dedans, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. En plus, on a une chance d'avoir été supprimé. À Naufle, Naufle-le-Château. C'est un petit village, non, c'est Naufle-le-Vieux, pardon, qui est à côté. Il y a une parcelle classée avec comme mention Orme de la Liberté. Et il n'y a plus rien sur cette parcelle, c'est à côté de l'église, c'est le flanc de l'église, il n'y a plus rien. Bon, mais il reste quand même la parcelle, et je conseille à mon successeur de supprimer, personne ne regrettera. Il y avait à Noisy-le-Roi un très beau cèdre que Jussieu avait rapporté de Liban dans son chapeau. Il devait avoir un chapeau très chargé parce que la légende dit qu'il a planté le cèdre du jardin des plantes en apportant son chapeau. Bref, un jumeau qui était là, qui datait donc de la fin du XVIIe, et qui était, non, 18e, pardon, Jussieu c'est 18e, et qui était de très, très bonne qualité, magnifique. Je ne sais pas si j'ai des photos. Bon, et donc, il a fallu que le maire, des services techniques de la ville avaient élagué fortement et qui menaçait un peu de casser. Le maire avait fait un arrêté de péril, commission des sites, d'accord, mais à condition de le remplacer. Et l'ambassade du Liban a donné un cèdre pour le remplacer. Vous verrez maintenant, il doit avoir 3 mètres de haut. Peut-être sera-t-il plus grand, mais le site classé a été conservé. On peut interdire la démolition des bâtiments.
et c'est quelquefois utile. Dans la vallée de Chauvry, il y a un château, le château de Storr, qui est du 19e, pas grande qualité, à côté de l'Isle-Adam, et qui avait été bombardé. Le propriétaire avait reçu des dédommagements de guerre, et il en avait profité pour construire sa maison à côté, toute neuve, magnifique, et il paraît qu'il a le droit. Et il avait laissé le château continuer à tomber en morceaux. Alors, vous voyez encore l'impact de la bombe et les traces des occupations diverses qui y allaient. Bon, bref, demande de démolition du même propriétaire, et l'ABF et l'inspecteur des sites ont jubilé lorsqu'ils ont interdit la démolition. Et je crois qu'on a bien fait. Parce que, désolé, le propriétaire a mis en vente le château, enfin, ruine à vendre, hein, pas cher, ruine à vendre, ne veut pas avoir de responsabilité. Et un acheteur s'est présenté et a restauré le château. Pas entièrement d'ailleurs, je suis un peu déçu, mais vu le coût que ça a dû porter, c'était déjà pas mal qu'il ait sauvé le bâtiment. Vous voyez, quelquefois, on a intérêt à être assez ferme dans les interdictions, etc. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a, Thoiry, deux zoos, si on peut dire, enfin deux parcs zoologiques insérés dans des sites précédemment classés. Thoiry, le parc animalier de Thoiry, et Sauvage, la réserve africaine de Sauvage. Ces deux sites totalement différents dans leur gestion. Sauvage, c'est une société, alors libano-suisse, je ne sais pas quoi, avec un représentant qui est passionné par les animaux et qui fait de Sauvage un lieu où les animaux peuvent se déplacer tout seuls. Les animaux donc africains et australiens, etc., peuvent se déplacer en toute liberté. Très étonnant, très étonnant à voir. Bon, tout ça, c'est un lieu étonnant, avec des kangourous que vous voyez sauter dans la campagne, des grues qui passent, des antilopes qui viennent brouter à côté de vous. Enfin, c'est vraiment un lieu magique. Le Sauvage se trouve près d'Épernon, dans la jolie vallée de la Drouette, qui est célèbre pour ses amas de grès rocheux. Et il y en a dans la réserve zoologique. Je vous avais apporté des très belles photos. Désolé, mais elles ne sont pas passées. Donc là, c'était très beau. Et le propriétaire, très obnubilé par son site, voulait que je l'étende. Mais il y a eu des interventions très fortes et un peu, d'ailleurs, officielles, disons, pour éviter le classement. Donc, j'ai dû renoncer au projet. Mais la vallée de la Drouette est tout à fait intéressante. En particulier, les gens n'apprécient pas de voir des kangourous qui, eux, peuvent franchir les clôtures. Hein, effectivement, c'est toujours des trous, et puis ils passent au-dessus, ils sautent hein, quand même. Et les chasseurs, paraît-il, attrapent des coups de cœur lorsqu'ils voient le lapin qu'ils visaient faire des bonds de 3 mètres de haut, et puis ils fichent le camp. Ça, la forêt de Rambouillet, il paraît-il, il y a des kangourous qui se baladent. Ne soyez pas trop inquiets lorsque vous envoyez traverser la route par des bombes. Quant à Thoiry, alors le dernier, c'est l'inverse. C'est un zoo, donc un véritable zoo avec des parcours, des animaux, un parcours en voiture. Et le propriétaire est charmant, mais il fait des tas de constructions sans autorisation. Et il est bien marié après quand on lui dresse procès verbal ou quand on lui fait des reproches, etc. Bon, c'est fini maintenant. Ses enfants ont repris, ça va mieux, ils sont plus dans
dans le respect des contraintes. Mais on a vu des abris pour les tigres. Je ne sais pas si vous connaissez Thoiry, mais on passe sous des lions et des tigres. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une sorte de galère qui a été faite là actuellement avec des petits animaux. Et c'est un projet intéressant. Mais il le faisait sans autorisation. Et un jour, on a vu une butte de terre de quinzaine de mètres de haut surgir brusquement dans le site classé. Donc on a à chaque fois on rame, mais à chaque fois finalement honorable. Et finalement le résultat est intéressant. Donc on n'est pas parce que c'est énervant à la fin. On voudrait bien que les procédures soient suivies pour les autorisations. Voilà, j'ai fait un peu je dis certaines choses de mon expérience, mais vous avez peut-être des questions, des éléments, des précisions à me demander.